je vais donc je vais gérer ici. Dans le cas où le choix est égal à 1, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir ce qu'on appelle par une map qui va mapper en fonction de chaque choix que nous avons ici là, les différents taux de change que nous avons. Le but de ce que je vais faire, c'est de pouvoir dire, je veux récupérer le taux de change du choix numéro 1. Automatiquement, il va nous renvoyer le taux de change donc de cette position-là. C'est ce que nous allons faire juste maintenant. Donc, pour créer une map, c'est très simple. On va créer la map ici. Il suffit juste d'attribuer à la map la valeur, ou si vous voulez, on peut dire var. Alors, la différence entre val et var, c'est que val va juste nous aider, nous permettre à avoir accès à la variable que nous allons créer en mode lecture uniquement. Par contre, avec var, nous avons la possibilité d'écrire, c'est-à-dire de modifier la valeur de cette variable. Donc, on va dire taux échange, pluriel. Et pour créer une map sur Kotlin, on utilise map of. Donc, ici, j'ai map of. Et vous voyez, entre les deux chevrons, nous allons dire la première valeur sera un int et la deuxième valeur sera un double. Je vous explique ce que ça veut dire. Alors, ce que nous disons ici, c'est que nous voulons créer une map. Une map, c'est une collection qui relie une clé à une valeur. C'est-à-dire, vous voulez récupérer une valeur, vous me donnez la clé. C'est un peu comme si vous voulez récupérer un compte, vous me passez le mot de passe, tout simplement. Donc, avec la map, nous pouvons avoir les traitements du genre, je te passe le numéro du choix, par exemple, le choix égale à 1, et la map va nous renvoyer le taux de change qui est stocké sur cette clé-là. Donc, ici, nous allons dire tout simplement, pour le choix numéro 1, voilà, le taux de change sera égal à 0,89819 et puis 21. On met la virgule. Donc, à la position numéro 0 de notre map, voilà ce que nous aurons. Donc, nous allons lui dire que la clé 1 est reliée à la valeur ceci. Et ça, on l'a défini ici. Nous disons que la clé sera de type int et la valeur sera de type double. Si je venais ici à mettre, par exemple, des chaînes de caractères, il va dire que ça ne correspond pas. Ok? On s'attend à un double, mais pas à un string. Donc, c'est ce que ça va faire. Ensuite, nous avons le 2 qui correspond. Alors, ce que je vais faire, je vais faire ça pour tous les autres, pour toutes les autres valeurs et je vous retrouve juste après. Ok, donc là, je viens de remplir tous nos taux d'échange. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons ce taux de change. Le choix numéro 2, nous avons ça. Et pour le choix numéro 3, nous avons également tout ce taux-là. Donc, je l'ai fait pour tous les 6 choix que nous avons. Maintenant que nous avons donc le choix, il va falloir calculer cette valeur. Nous devons calculer maintenant pour avoir le montant converti. Alors, il reste encore une autre chose à signaler. Pour pouvoir donc continuer par rapport à ce que nous avons là, il est important de noter que une fois que nous avons nos taux d'échange, il nous faut cette fois-ci trouver quelle est la devise vers laquelle l'utilisateur veut se rendre et pour pouvoir être capable donc de mettre ici soit USD, soit euro de l'autre côté ici. Donc, comment nous allons faire ça? Eh bien, nous devons être capables à notre niveau ici. Donc, nous devons être capables, je vais supprimer tout ce choix. D'accord? Je vais mettre un peu d'espace pour que l'on se concentre sur ce que nous faisons ici. Donc, ici, nous rentrons le montant à convertir. Nous avons le menu qui s'affiche ici. Donc, je vais commenter, je vais dire affichage du menu. Ici, nous récupérons le choix, d'accord? Et par rapport à ce choix qui a été fait, nous voulons être capable de récupérer, de connaître quelle est l'option qui a été choisie par l'utilisateur. Parce que nous aurons
la liste de choix ici, nous voulons savoir quel est le choix qui a été choisi. Une des manières de le faire, eh bien, c'est aussi, nous pouvons le faire tout simplement en récupérant, donc ici nous pouvons le faire en regardant sur la liste que nous avons ici là, quel est le menu qui a été sélectionné. Comment on le fait? Ok. Nous avons ici le menu qui est affiché et nous récupérons le choix de l'utilisateur. Cependant, nous avons toujours besoin de récupérer par rapport à ce choix-là, nous devons connaître quelle est dans cette liste la position qui correspond au choix que l'utilisateur a utilisé. Comme ça, par rapport à la position du choix qu'il a choisi, nous allons maintenant nous focaliser sur comment récupérer dynamiquement les valeurs, donc les libellés, les noms des devises que l'utilisateur a choisi. Donc la devise de départ et la devise d'arrivée. C'est ce que nous devons faire. Donc détecter la position par rapport au choix qui a été fait et extraire dans cette liste la valeur, la devise de départ et la devise d'arrivée. Donc la devise de conversion vers laquelle nous allons convertir. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Ici nous allons récupérer donc le choix. Le choix ici c'est une valeur qui est un int. Donc on va dire un next int pour récupérer le choix. Une fois que nous avons le choix, nous allons tout simplement vérifier. Si le choix est égal à nul ou bien le choix est égal à 0, on va dire à l'utilisateur, bah, mon gars, tu as rentré un mauvais choix. Donc on va tout simplement lui dire mauvais format du choix. Ok, ça c'est juste pour prévenir au cas où l'utilisateur rentrer une valeur qui n'est pas comprise dans notre liste de choix. Et on écrit return. Return permettra de sortir carrément, d'arrêter le programme. Comme ça, la personne doit redémarrer le programme. Une fois que nous avons fait cette vérification, ensuite nous allons créer une variable qu'on va appeler option. Ok. L'option ici, le but c'est de récupérer quelle est l'option par rapport à tout ce qui a été choisi, quelle est l'option que l'utilisateur a frappé. Et pour faire cela, nous allons dire get. Ok. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que avec les listes, une fois que nous définissons les éléments de la liste, nous avons la possibilité de récupérer les éléments de la liste par rapport à leur position. Pour récupérer les éléments de la liste par rapport à leur position, il suffit d'appeler juste la méthode get sur la liste. Donc, on écrit le nom de la liste, .get. Et ce qu'on passe à l'intérieur de la méthode get, nous lui passons la position de l'élément que nous voulons récupérer. Et rappelez-vous, tout à l'heure, quand je parlais en termes de position, j'ai commencé par la position 0. Les listes ont des positions, mais leur position commence par 0. Ici, si nous voulons récupérer ça, nous allons dire position get 0. Ici, get 1, ici, get 2, ici, get 3, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la position de la liste est égale, au fait, à la taille de la liste moins 1. C'est-à-dire que si dans la liste, nous avons qu'un seul élément, donc on va faire la taille de la liste. La taille de la liste sera égale à un élément. Et on soustrait cette taille à 1, ce qui fera qu'on aura la position 0. Donc, lorsque nous avons 1 au niveau de la liste, donc, en termes de position, c'est égal à 0. Lorsque nous avons 4, en termes de position, c'est égal à 3. Donc, nous remarquons qu'il y a là une différence de 1. Voilà pourquoi nous allons ici dire la position de l'élément que nous voulons récupérer va dépendre du choix que l'utilisateur a rentré. Si l'utilisateur met 3, nous voulons récupérer l'élément qui est ici 3. Par contre, nous savons que si l'utilisateur écrit 3 et que nous mettons ici get 3, le système va nous récupérer la valeur qui se trouve à la position ici. Pourquoi? Parce que il va commencer par 0, 1, et puis on aura 2, et puis on aura 3 ici. Donc pour éviter ce comportement, je vais faire choix et
je vais dire choix moins 1. Alors, pour écrire choix moins 1, on peut soit écrire comme ça, en mettant le signe moins 1, comme nous pouvons aussi, sur le choix, appeler la fonction minus, qui ne veut tout simplement dire que soustrait moins 1. Ça revient au même. Donc, c'est deux façons de pouvoir le faire. Toutes les fois que vous avez des variables de type int, parce que ici, il va retourner un int, vous avez sur les int des fonctions qui vous permettent de faire des calculs arithmétiques. Donc, comme plus, moins, etc. Une fois que nous avons récupéré l'option que l'utilisateur a choisie, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement afficher cette option qui a été récupérée pour que nous puissions tous voir ce que ça donne. Donc, je redémarre l'application. Je redémarre. Je rentre un montant. Et je mets le choix. Je choisis 4. Voilà. Voilà, il m'a affiché. Et bel et bien ça. Remarquez que si j'enlève la soustraction que j'ai mise ici, et que je redémarre l'application, je mets la valeur. Je prends 4. Remarquez qu'ici, j'ai mis 4, mais il m'a renvoyé 5. Pourquoi? Parce qu'il commence à compter ici 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, pour éviter ce comportement, c'est pour ça que nous avons mis tout à l'heure minus et nous avons mis 1. Ok, on a bien compris cette partie. Ensuite, nous voulons donc, une fois que nous avons récupéré cette valeur, nous voulons que le système puisse, dans cette valeur récupérée qui est une chaîne de caractères, nous voulons que le système puisse récupérer uniquement le euro ici et de l'autre côté la deuxième devise. Donc, comment on le fait? Eh bien, étant donné que option est une chaîne de caractères, il existe parmi les chaînes de caractères, dans les chaînes de caractères, des fonctions qui vont nous permettre de pouvoir extraire, de pouvoir manipuler, de pouvoir manipuler les chaînes de caractères. Parmi ces fonctions, nous trouvons une fonction qu'on appelle split, qui est une fonction qui permet de séparer une chaîne de caractères. Cette fonction sépare une chaîne de caractères par rapport au délimitateur que nous lui fournissons. C'est-à-dire, je vais donc d'abord écrire et par la suite, nous allons voir ce que ça donne. Donc, pour moi, ici, je veux dire, OK, j'aimerais récupérer donc les devises. Pour l'instant, c'est une chaîne de caractères que je vais donc convertir cette chaîne de caractères en tableau. Je vais le convertir en liste de chaque élément. C'est-à-dire que chaque élément sera dans sa position. Nous aurons 5 dans sa position, ici dans sa position, là dans sa position, etc. À peu près comme ce que nous avons fait ici. Donc, pour le faire, je vais nommer ma variable TB, TB comme pour tableau, et je vais dire tableau de caractères. Donc, caractère, si vous voulez, tableau de caractères. Et ici, je vais donc dire option, qui est notre chaîne de caractères, point split. Donc, j'aimerais que tu convertisses cette chaîne de caractères. Et ici, je vais mettre le délimiteur. Le délimiteur, ici, je vais tout simplement mettre espace. Juste espacement. Donc, le signe espacement, le délimitateur, c'est l'espacement. C'est-à-dire, je lui dis, vérifie dans cette chaîne de caractères, partout où il y a des espaces, j'aimerais que tu puisses séparer la chaîne de caractères. Donc, nous aurons ici, nous aurons quelque chose du genre 5. Ok, nous aurons quelque chose du genre 5. Nous aurons 5. Ensuite, nous aurons euro ici. Oups, bon, il ne veut pas. Mais vous allez voir là que nous allons avoir des éléments de façon séparée. Donc ici, j'ai ma chaîne de caractères. Je vais tout simplement afficher ça. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc, je relance l'application. Je remets ça. Je mets 4. Vous voyez, il m'a créé un tableau où j'ai ici 4, donc ce qui a été là. Ensuite, j'ai dans le deuxième endroit ça. Ensuite, j'ai ça et j'ai ça. Donc là,
Ça me permet, je sais que ici, si je veux récupérer l'élément qui se trouve à la position numéro 0, je vais appeler la fonction get, rappelez-vous, et je donne la position. Par exemple, get 0. En mettant get 0, il va me récupérer l'élément qui se trouve à la position 0. Donc, je vais refaire rapidement. Je choisis 4. Ici, voilà, il m'a affiché 4. Si je dis get position numéro 1, donc là, et que je mets ça, je choisis 3. Vous voyez, il m'a envoyé USSD. Ainsi de suite. Donc, vous avez bien compris, avec ça, j'ai la possibilité donc de récupérer les valeurs. Donc ici, je vais créer une autre valeur que je vais appeler devise début. OK. Et donc, je vais dire tb caractère point get. Je sais que pour récupérer la première devise, il faut compter position 0. Ensuite, nous avons position 1. Donc, je vais dire get 1. Ça, c'est pour la première devise. Ensuite, pour récupérer la deuxième devise, ben, c'est bien simple. Je vais tout simplement dire devise, OK, numéro 2. Donc, devise de fin. Je vais dire tb caractère point get. Alors, devise fin égale à quoi? Devise fin sera égale à... Dans tous les cas, devise fin, c'est l'élément, le tout dernier élément. Donc, si je veux, je peux dire ceci. Je peux mapper, je peux compter ici. C'est-à-dire, je sais que j'ai 0, j'ai 1, j'ai 2 et puis j'ai 3. Ça va aussi marcher. Si je le fais, par exemple, 3, je vais faire un print ln où je vais dire devise début, 2 points, je mets la variable devise début, OK, et je dis devise fin, 2 points, je mets également la variable. Donc ici, on aura devise fin. Donc si j'exécute ça, vous allez remarquer qu'on aura un comportement assez bizarre pour certains cas. Donc je vais effacer ça. Je relance l'application. OK. Je mets le même montant. Je choisis 3. Vous voyez que j'ai devise début, j'ai USSD et USD et puis devise fin, j'ai ça. Ça marche parfaitement. Cependant, il y a un cas pour lequel ça ne marchera pas. Et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Remarquez bien que là, nous avons ici, la première option, nous avons plusieurs éléments. Si je choisis comme choix, je mets 1, vous voyez qu'il sera confondu. Il dira que devise début USD, ce qui est juste. Par contre, devise fin, il va vous dire vert. Pourquoi? Parce que le troisième élément ici s'arrête là. Nous avons plutôt 0, 1, 2, nous avons 3 et nous avons le quatrième là. En ce moment, par rapport à cette option ici, la devise de fin se trouve en quatrième position. Alors, comment on le fait dynamiquement? Eh bien, nous remarquons que dans la liste, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Mais en termes de position, on commence par 0, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que une manière de résoudre ce problème, on peut dire get l'élément qui se trouve, donc je prends la taille de mon tableau, moins 1. Donc, je lui dis, tu prends la taille du tableau moins 1, c'est-à-dire l'élément qui se trouve, la table du tableau moins 1. La taille, le tableau a combien? Le tableau a 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Le tableau a 5 éléments. Nous avons ici 1, nous avons 2, 3, 4, ici, et puis nous avons 5. Donc, je dis moins 1, ça va donner 4, ce qui va nous donner, on aura ici là 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, si je relance ici, pour le premier cas, vous allez remarquer que j'aurai quelque chose de plus intéressant. Donc,
Je refais la même chose, je choisis 1. Vous voyez que là, j'ai bel et bien trouvé ça. Ok, je peux refaire la même chose pour les autres devises. Pour les autres, je prends 4. J'ai toujours le même résultat. Donc, ceci étant fait, nous avons déjà ici la possibilité de récupérer la devise. Donc, ce qui nous va nous faciliter énormément la tâche. Une fois que nous avons fini avec la devise, il va falloir faire le calcul cette fois-ci. Donc, on va calculer le montant à convertir. Le montant à convertir est égal à montant. Donc, ce sera égal à montant. Le montant, c'est ce que nous avons fourni ici quand on lui a demandé d'entrer le montant. Donc, on va dire c'est égal au montant. Donc, le montant. Donc, le montant ici, c'était, rappelez-vous, le montant ici, on avait récupéré une next double. Donc, c'est déjà une valeur décimale. Nous n'avons plus besoin de le convertir. On va dire montant multiplié et on va multiplier le montant par le taux d'échange. Alors, le taux de change ici, nous avons le taux de change dans notre map, si vous vous rappelez. Le taux de change va dépendre donc du choix que nous aurons fait. Si nous écrivons ici choix égal à 4, nous voulons qu'il récupère le taux de change qui a la clé 4. Comme ça, il va nous renvoyer cette valeur. Donc, pour le faire, on va dire ici, on va dire taux de change qui est notre map. On va dire get, c'est-à-dire récupère l'élément qui se trouve et on va lui passer la clé. La clé ici, ça sera tout simplement le choix que l'utilisateur aura fait. Et ici, il nous dit qu'il y a une erreur. Pourquoi? Il dit dans le cas où le choix n'est pas défini, dans le cas où le choix est nul, ce code-ci ne va pas s'exécuter, ça va créer une erreur. Donc, pour dire que choix doit forcément avoir une valeur, nous allons utiliser ce qu'on appelle par des doubles points, des exclamations ici. Donc, nous allons tout simplement venir là, add non nul assertif, c'est-à-dire, voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons dire que cette valeur ne doit pas être nulle. Si elle est nulle, il ne faut pas traiter cette ligne de code. Une fois que nous avons le montant qui est calculé, il va rester plus simplement à afficher à l'utilisateur, on va afficher à l'utilisateur son résultat. Donc, je vais faire un print ln, ok, et je vais mettre un print ln multiligne, comme d'habitude, on va mettre notre barre, on va mettre également ici, et ici, nous allons afficher notre message, on va dire conversion de, donc montant, ok, on prend la devise donc de départ, on veut dire devise début, ok, vers, on prend la devise fin, ok, on met 2 points, je viens à la ligne ici, et je dis montant, donc là, je vais dire montant, ok, je prends la devise de départ, devise début sera égal à, je prends calcul et je prends la devise fin. Voilà, c'est exactement le même message que nous mettons, sauf que nous sommes juste en train de dire ici, voilà le montant, voilà la devise, etc. Donc, je vais exécuter ça. Je vais exécuter ça pour voir ce que ça donne. Je mets le montant à convertir, 1000. Je choisis la devise, je prends 4. Voilà, j'ai conversion de 1000 CFA. Ok, le choix égal à 4. Donc, la devise de départ, c'est ça. Il a automatiquement mis ça là. Et la devise de fin est là. Et j'ai exactement les mêmes choses ici. Et mon code, il continue toujours à me proposer. Voulez-vous effectuer une autre conversion? Si je prends 1, automatiquement, il revient sur la même chose. Et voilà. Donc, je peux donc m'amuser à faire mes conversions.
Donc, vous voyez bien que là, nous n'avons même pas eu besoin d'utiliser, contrairement à notre code ici, nous avons utilisé des when pour tester à tout moment. Ici, nous n'avons même plus eu besoin d'utiliser les when. Rien que ce code-ci que nous avons écrit suffit. Donc là, vous avez vu comment est-ce que nous avons vraiment optimisé notre application. Mais il reste une dernière chose que j'aimerais voir ensemble avec vous, c'est là le formatage de la monnaie. Vous voyez que là, nous avons vraiment un chiffre, un nombre pas intéressant à voir, surtout à l'œil nu. Donc, nous allons formater ça pour diviser les millièmes et avoir un nombre décimal un peu plus illisible. Donc, pour formater, nous allons utiliser ce qu'on appelle par des formateurs de décimaux. Donc, ici, nous allons formater notre montant. Pour formater notre montant, on aura besoin d'un objet. On va créer une variable qui va avoir, lui, les fonctions de pouvoir formater tout ce que nous allons lui passer en paramètre. Donc, pour le faire, on va juste venir ici. On va créer d'abord ce qu'on appelle par un symbole, une variable. Notre variable va s'appeler format si vous voulez. On va dire format. Le format sera égal à, on va dire décimal format symbole. Ok. Tout à l'heure, il m'a proposé, j'ai appuyé sur entrée et il a importé ce package ici. Donc, c'est très important d'importer ce package comme c'est écrit ici. Une fois que nous avons le package importé, donc je ferme ici, je mets la parenthèse, je dis local, point. Moi, ici, je vais convertir ça. J'aimerais qu'il soit écrit, le format soit le format de la France. D'accord? Ça sera, on va convertir, on va formater ce nombre décimal selon le format français. Une fois que nous l'avons fait, nous allons définir, on va créer une autre variable que je vais appeler formateur. OK? Et formateur sera égal donc à décimal format. OK? Et à l'intérieur, je définis le format. Donc, je dis, j'aimerais avoir ça. Voilà comment on définit le format. Et après la virgule, j'aimerais avoir 3 chiffres. Donc, ici, je dis, rien qu'en mettant ça, dièse et 3 dièses après la virgule, je lui dis, sépare-moi les millièmes. Et donc, il va séparer les millièmes. Et le point ici signifie, après avoir séparé les millièmes, tu vas automatiquement ajouter 3 chiffres après la virgule. Donc, s'il n'y a pas de chiffre après la virgule, évidemment, ce sont des zéros qui vont se mettre là. Une fois que nous l'avons fait, nous allons également venir ici. On appuie sur Alt Entrée. Alt Entrée. Il va importer également Decimal Format. Une fois que Decimal Format est importé, on définit le format et on définit le format que nous voulons. Donc ici, on définit le format qu'on va utiliser. On dit, nous voulons le format français. Une fois que c'est fait, nous allons venir dans notre calcul ici. Nous allons couper tout ce que nous avons écrit là. Et nous allons dire, nous voulons que le formateur, donc notre formateur, format, on va appeler la fonction format. Et on va mettre tout notre calcul à l'intérieur. En ce moment, il va formater tout ce qui se trouve ici. Donc, c'est tout ce que nous avons à ajouter. Et donc, je vais relancer notre application. Donc là, je vais rentrer. Je vais prendre le dollar, au franc CFA. Voilà. Ici, j'ai un montant formaté. Vous voyez? J'ai un montant formaté ici. Donc là, il me donne véritablement voilà, je sais que c'est 2 632 752. Voilà une façon de formater. Donc, sur ce, nous sommes presque à la fin. On va juste faire une dernière chose, c'est que nous allons déplacer tout ceci. Nous allons créer une fonction que nous allons appeler convertir
Donc, la fonction que nous allons créer, son but, c'est de pouvoir tout simplement convertir la monnaie. Donc, on va nommer convertir monnaie. OK. La fonction, on va rien prendre en paramètre. Nous allons couper le code qui est ici. OK. Nous allons le mettre là. OK. Et nous allons prendre tout le code qui est là. Donc, on va prendre tout ça. On va prendre tout ça. Donc, tout ce qui est là, on va le prendre jusqu'ici, jusqu'à là. On va couper tout ça et on va juste venir mettre ça ici. Donc, dans notre fonction, nous aurons ça. Et là, on aura juste le do. Et on va appeler la fonction convertir monnaie ici. Pour nous permettre d'avoir un code dans notre mail beaucoup plus simple et lisible. Et dans cette fonction, j'ai une erreur. Vous remarquez qu'il y a le scanner qui manque. Donc, ce que je vais faire, je vais dire cette fonction va prendre une variable qui s'appelle scanner, mais qui sera aussi du type scanner. Donc, ça, c'est la façon dont nous passons les paramètres à la fonction. Nous disons, la fonction va recevoir une variable qui est de type scanner. Cette variable-là, c'est le scanner là, et nous lui donnons un nom. Le nom là, c'est ce nom que nous utilisons à l'intérieur de notre fonction. Ça n'a rien à voir avec le nom qui sera attribué. Donc, par exemple, là, en faisant ça, si je ferme sur ma fonction, ici, ma fonction s'attend à un scanner. Donc, ici, je peux changer le nom de cette variable. Il suffit que je peux le passer à ma fonction. Là aussi, je peux mettre à jour SCC, tout simplement. Donc, vous voyez que ça ne pose aucun problème parce que il vérifie SCC est de quel type. SCC est de type scanner. C'est ce que nous attendons ici. Ça doit être de type scanner et le nom ici importe peu. On peut changer ce nom. On peut le nommer comme nous le voulons. Voilà un peu donc notre application qui devient un peu plus optimisée. Et bien évidemment, ce n'est pas toujours ce qui est parfait, mais vous avez plusieurs possibilités. Voilà, là, nous avons notre séparateur qui marche très bien. Donc, voilà, sur ce, je vous dis vraiment courage, travaillez. Si vous avez des problèmes, mettez pause, revenez sur la vidéo. Et si vraiment c'est des problèmes, vous ne vous en sortez pas, vous pouvez toutefois commenter la vidéo et je verrai comment je peux faire peut-être pour revenir sur certaines choses. Donc, voilà un peu ce que on devait ajouter dans notre application. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir, on peut gérer les exceptions. Je vous explique ce que c'est. Imaginez que la personne ne rentre pas le choix qu'il faut, la personne rentre une valeur qui n'est pas dans ce que nous avons préparé ici, eh bien, notre application va s'arrêter. La preuve en est que je vais ici tenter de faire l'expérience, en supposant que je mette une valeur, et puis ici je mets par exemple des chaînes de caractères. Quand j'appuierai comme ça, vous voyez que j'ai une erreur qui surgit. Cette erreur qui surgit s'appelle une exception, c'est-à-dire c'est une erreur qui n'apparaît pas dans notre code, mais c'est une erreur qui apparaît lors de l'exécution de notre programme. Pour gérer cette erreur, il n'y a rien de bien compliqué. Nous allons tout simplement veiller à ce que là où nous récupérons notre choix, à partir d'ici, nous allons lui dire il peut arriver que nous ayons une erreur lorsque nous allons récupérer, que ce soit le choix ici, que ce soit également le montant ici. Donc, ce qu'on va faire, on va entourer tout ça. Jusqu'en bas, ici, je vais faire couper, ok. Je vais entourer ça d'un bloc qu'on appelle try, ok. Et ici, d'une autre partie qu'on appelle catch. Donc, je vous explique tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc, dans le try, dans le catch, je vais dire, il y aura une exception qui va arriver, ok. Donc, le catch va récupérer l'exception. L'exception, c'est l'erreur que vous voyez ici. Donc, il va vous dire, voilà, il y a telle erreur.
et puis il va vous donner aussi, elle va vous donner la raison pour laquelle il y a l'erreur. Donc, cette erreur-là, nous la transférons dans cette variable. Et tout ce que nous allons dire ici, nous allons dire, on va afficher à l'utilisateur, on va lui dire, on va l'afficher qu'il y a une erreur survenue lors du traitement. Et on lui dit par exemple, veuillez redémarrer l'application. Voilà, tout simplement. Et à l'intérieur du try, nous remettons le code source que nous avons coupé. Donc, try permet de dire, mon gars, ce que je veux exécuter ici à l'intérieur peut générer une exception. Au cas où une exception surgissait, voilà comment tu vas capturer cette exception et voilà comment tu vas gérer cette exception. Donc, ça évitera à l'utilisateur d'avoir cette vilaine erreur qui s'affiche ici. Je vais redémarrer mon application. Et là, je vais rentrer les mêmes valeurs. Je vais mettre n'importe quoi. Et voilà, j'ai erreur survenue lors du traitement. Veuillez redémarrer l'application. OK? Et voulez-vous effectuer une autre conversion? Alors là, j'ai un problème. Normalement, l'application, je ne suis pas obligé d'arrêter le traitement de l'application. Donc, tout juste après cette erreur, nous allons ici, comme toujours, on va juste afficher le print au lieu du print ln. Vous vous rappelez de l'erreur que nous avons la dernière fois lorsque le programme ne s'arrêtait pas au niveau du choix. Donc, on va juste arrêter au print et pour voir ce que ça va donner, je vais mettre n'importe quoi. Et il dit erreur survenue lors du traitement. Voulez-vous effectuer une autre conversion? Oui, non, vous avez rentré une valeur. Voilà. Ok, nous sommes ici. Print, voulez-vous effectuer une autre conversion? Nous allons, juste avant de le convertir, on va mettre un print ln là. Espérons que ça va nous éviter ça. C'est comme j'avais dit avec les prints, après par moment il faut essayer. Donc on va tester à nouveau 4. Ou bien je mets n'importe quoi. Bam. Vous avez erreur survenue. Voulez-vous effectuer une autre conversion? J'ai oui. OK. Voulez-vous effectuer une autre conversion? J'ai oui. Ici on va dire next line. On revient sur le next line. Oh là là. Donc on va revenir sur le next line au niveau de la réponse ici. Voulez-vous effectuer? Ok, j'essaie de trouver qu'est-ce qui fait ça et je reviens vers vous tout à l'heure. Ok les amis, nous voici de retour. Donc ce que j'ai fait pour résoudre ce problème, j'ai ajouté une ligne next line ici qui ne récupère qui ne stocke aucune valeur dans la variable. Cette ligne là permet donc au programme de caler et de pouvoir écouter la valeur ici. En tout cas, je ne sais pas pourquoi ce comportement, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé ici pour pouvoir résoudre ce problème. Et donc, du reste, ici, j'ai toujours print ln, j'ai toujours mes print next line ici, next line, print ln, et donc, il n'y a pas vraiment grand chose qui a changé. Donc, les amis, je vous dis au revoir. Comme vous pouvez le voir, nous avons finalisé notre deuxième partie de cette application. Je vais refaire la démo. Donc, nous avons notre application qui est là, qui marche. Je prends 3. Ok, voulez-vous effectuer? Là, je mets 1, je mets le montant de nouveau. Notez qu'ici, j'ai le montant qui s'affiche là. Donc, je vais changer ce comportement. Next double. Next line, ici, je vais mettre print ln. Ok, comme ça, nous aurons notre application ici. Donc, voilà. Ok, je prends 5, 4. Il est toujours là, voulez-vous continuer? Et si je mets n'importe quoi, j'ai erreur survenue lors du traitement. Voulez-vous effectuer une autre conversion? Si je dis oui,
automatiquement, il me propose, je fais une autre conversion, je prends le numéro 6, voilà, j'ai ça. Donc, je vous dis un grand merci pour avoir suivi jusqu'à la fin. Et vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, d'en parler aux autres et aussi de me faire parvenir toutes vos suggestions de différents tutoriels que je pourrais publier sur la plateforme et sur la chaîne, j'allais dire. Et donc, je vous souhaite tout simplement de passer un excellent week-end et bien de choses à vous. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous allons voir ensemble comment implémenter notre application de résolution d'équations du premier degré. Sur ce, je vous dis bye.